Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Postscriptum, Postscriptum le commentaire qui est clair. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des élections législatives, notamment de celle de 2022. Nous allons parler aussi ensemble du lien supposé, peut-être parfois excessif, entre les présidentielles et les législatives. Souvent, on lit ces deux élections en considérant que du fait majoritaire sur lequel on va revenir, l'une entraîne l'autre. On va revenir un petit peu là-dessus. D'abord, on va essayer de comprendre l'intérêt de parler des législatives. Ce sont des élections dont on ne parle pas beaucoup, dont parfois on ne comprend pas le sens ou l'intérêt parce qu'elles sont un peu étouffées par les présidentielles. Donc là-dessus, pour démarrer, pour vous convaincre de l'intérêt du sujet, si j'ose dire, il faut revenir à l'essentiel. Les élections législatives sont les élections qui permettent d'élire des députés qui sont élus tous les 5 ans. Ils sont élus par circonscription. Donc, il y a plusieurs circonscriptions par département. Il y a 577 circonscriptions. Si on inclut les circonscriptions des Français de l'étranger, il y en a quelques-unes. Et donc, il y a 577 députés qui sont réélus tous les 5 ans. Les députés siègent à l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse. C'est une assemblée parlementaire. On a une chambre basse, l'Assemblée nationale, une chambre haute, le Sénat. Les deux constituent le Parlement. Le Parlement a un pouvoir essentiel en Ve République, parce que la Ve République est un régime parlementaire. N'en déplaise à d'autres, c'est un régime parlementaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Parlement est à l'initiative des lois. Il n'est pas à l'initiative seul. Le gouvernement peut être à l'initiative des lois lorsqu'il a des projets de loi, et lorsqu'on a des propositions de loi, c'est à l'initiative des parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs. Les députés et les sénateurs votent la loi. Alors, comme on est dans un bicamérisme, parce qu'on a deux chambres, les deux votent la loi. Mais nous sommes dans un bicamérisme qui est dit inégalitaire, parce que l'Assemblée nationale prédomine sur le Sénat, c'est-à-dire que lorsque les deux sont vraiment pas d'accord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Donc, l'Assemblée nationale fait la loi en dernier ressort. Je ne rentre pas dans les détails concernant la procédure accélérée, etc. Mais il faut bien comprendre que l'Assemblée nationale, les députés votent la loi. Donc, la loi, c'est tout ce que vous trouvez à l'article 34 de la Constitution, ça fait beaucoup de choses. Par exemple, pour faire référence à l'actualité, concernant les mesures sanitaires qui sont prises depuis le début de la crise Covid, y compris les mesures récentes concernant la prolongation du pass, etc., ou même l'existence du pass lui-même, tout ça ne pourrait pas exister sans loi. Et pour qu'il y ait une loi, il faut une majorité à l'Assemblée nationale, donc il faut une majorité de députés. Sur 577 députés, la majorité est à 289. C'est très important d'avoir une majorité, on ne gouverne pas sans majorité. Ce n'est pas possible. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut bien voter la loi. Ensuite parce que les députés, au-delà du fait de voter la loi, d'être à l'initiative de la loi, ils interviennent dans la construction de la loi à travers le droit d'amendement, le pouvoir d'amendement. Donc, le fait d'amender la loi en commission, discuter, on met ça, on met ci, on tire tel article, on met celui-là. C'est la fabrique de la loi, se fait en théorie auprès des parlementaires, dans les commissions parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je dis en théorie, puisque parfois, il y a quand même des lois qui sont quand même préécrites. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une importance quand même des députés. Il y a aussi autre chose qu'on retrouve à l'Assemblée nationale et pas au Sénat, et ça c'est très, très, très important et c'est central dans cette vidéo, c'est le fait que l'Assemblée nationale, en vertu des articles 49 et 50 de la Constitution, peut censurer le gouvernement. Censurer le gouvernement, c'est-à-dire que si une majorité de députés vote, alors pas une majorité de votants, une majorité de députés, c'est à partir de 289 députés. Si 289 députés votent la censure du gouvernement, le gouvernement est considéré démissionnaire. Ça veut dire que le Premier ministre et tous les ministres retournent maison. Ça, c'est hyper important. Ça avait une fois en Ve République, je ne sais plus si c'était en 61 ou en 62, mais d'ailleurs, De Gaulle a dissous. Enfin bref, je ne reviens pas là-dessus. C'est très, très rare, mais c'est hyper important. Ça veut dire une chose qui est toute bête, c'est que pour gouverner, pour que le gouvernement puisse gouverner, il faut le soutien de l'Assemblée nationale. Sinon, il est censuré. Et s'il est censuré, il dégage. Et s'il dégage, d'ailleurs, il faut nommer un autre Premier ministre qui, lui, ne sera pas censuré. Donc, c'est très, très important d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On ne gouverne pas sans majorité. Lorsqu'un président de la République n'a pas de majorité, c'était le cas de Mitterrand de 86 jusqu'à 88, c'était encore le cas de François Mitterrand de 93 à 95, et c'était le cas de Jacques Chirac, on s'en souvient, de 1997 à 2002. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une cohabitation, et donc c'est le gouvernement soutenu par l'Assemblée nationale qui gouverne. Le président de la République a un pouvoir réservé, notamment en matière institutionnelle, en matière de nomination, en matière de politique étrangère, etc., mais c'est vachement réduit, et le gouvernement est avec l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale est hyper importante, et le fait d'avoir une majorité à l'Assemblée est indispensable pour gouverner. Si vous gagnez les présidentielles et que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, vous avez très très peu de pouvoir. Les pouvoirs propres du président qui ne sont pas soumis à un contre-seing du Premier ministre ou des ministres, c'est très très rare. Même le référendum, même le fait de faire un référendum à fondement article 11, au référendum législatif, c'est sur proposition du Premier ministre. Donc il faut que le Premier ministre soit d'accord, donc il faut que l'Assemblée soit d'accord. Du moins, vous voyez ce que je veux dire par corrélation.
Donc, hyper important. L'Assemblée nationale peut aussi engager avec le Sénat des révisions constitutionnelles. Ils peuvent être à l'initiative de propositions de loi constitutionnelles. Ils ont une sorte de droit de veto en matière de révision constitutionnelle, puisqu'une révision constitutionnelle, qu'elle soit adoptée par le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies à Versailles, ou par référendum, elle doit d'abord, dans les deux hypothèses, être votée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc vous ne pouvez pas réviser la Constitution si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale qui est prête à le faire. C'est hyper important. Ça, c'est vraiment un truc important. Concernant le Sénat aussi, là, pour le coup, il y a une égalité parfaite de traitement entre les deux assemblées. Donc, c'est l'article 89 de la Constitution. L'Assemblée nationale peut engager donc, la destitution du Premier ministre, ça je l'ai dit, la destitution du président de la République, article 68, avec le Sénat, c'est dans des conditions très particulières. Après, il se réunit en haute cour, etc. Je ne rentre pas en détail, mais symboliquement, c'est assez fort, même s'il n'y a aucune chance que ça ait lieu. Dans le genre symbolique, la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement, donc en partie par l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai qu'on fait la guerre depuis des décennies sans la déclarer. On fait des opérations extérieures, mais ce n'est pas considéré comme des déclarations de guerre, donc en fait, on ne passe pas par le Parlement. Mais symboliquement, comprenez l'importance du Parlement. Ce qu'il faut retenir, c'est l'initiative de la loi, la fabrique de la loi, le vote de la loi et la capacité de censurer le gouvernement. C'est fondamental. Il y a d'autres trucs, il y a une sorte de commission d'enquête, etc. Il y a d'autres choses, il y a le fait parfois des petits contrôles en matière de nomination, article 13 alinéa 5, il y a des trucs comme ça, mais c'est vraiment à la con. Le plus important, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un président qui n'a pas de majorité ne peut pas gouverner. D'où le sujet. Est-ce que le président de la République, s'il est élu, enfin, qui sera élu en 2022, le président ou la présidente, j'en sais rien, est-ce qu'il est acquis qu'il aura une majorité en juin 2022? On serait tenté de répondre à la question en disant, bah ouais, c'est toujours arrivé. C'est toujours arrivé. C'est vrai qu'on observe qu'à chaque fois qu'un président de la République est élu et que les législatives ont lieu juste après l'élection, soit parce qu'il dissout l'Assemblée, je crois que c'est l'article 12, je me souviens plus, qui permet la dissolution. C'est arrivé en 81, c'est arrivé en 88, 2 fois avec Mitterrand. Soit parce que le mandat des députés arrive à leur terme, ce qui arrive en 2002, 2007, 2012, 2017, et ce sera le cas en 2022. À chaque fois, le président, jusque-là, a une majorité. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de sujet. Et c'est vrai que dans le débat politique et médiatique, on ne s'intéresse pas tellement à ça. On dit oui, le président il aura sa majorité parce qu'il y a un fait majoritaire. Le fait majoritaire, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qu'on considère comme immuable, visant à dire que qu'il n'y a pas vraiment de sujet parce que les Français, par cohérence ou par esprit monarchique, mais ce qu'on veut pour expliquer ça, donnent une majorité au président élu. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que c'est super important et je soupçonne qu'on ait donné une importance un peu excessive à ces exemples en faisant une règle générale qui peut-être soit n'est pas si vraie que ça, soit a été vraie mais ne l'est peut-être plus. Et c'est très important dans la prospective. D'abord, si on prend à partir des années 2000, en fait, parce qu'avant, c'était il y a trop longtemps, c'était un contexte où les forces politiques n'étaient pas les mêmes, c'était des dissolutions, donc prenons à partir des années 2000, soit les exemples 2002, 2007, 2012, 2017, sur lesquels on va s'arrêter rapidement. En 2002, effectivement, l'UMP, créée à l'époque, donc l'alliance entre le RPR et l'UDF, de Jacques Chirac qui gagne la présidentielle 2002, on se souvient, 20% je crois au premier tour à peu près, 80% face à Jean-Marie Le Pen au second tour, emballé, c'est pesé. Chirac passe, la majorité de droite, passe de 251 députés qu'elle avait obtenus en 1997, parce qu'elle perd la majorité après la dissolution de Chirac, à 398 députés en 2002. Donc on est largement au-dessus des 289 députés nécessaires pour avoir une majorité absolue, puisque 289 c'est la moitié de 577, de toute façon on arrondit au supérieur. Donc effectivement, là-dessus, le fait majoritaire fonctionne super bien, la majorité est acquise. Dans le contexte de l'époque, n'oublions pas un truc, c'est que 2 ans avant, on avait révisé la Constitution, par voie de référendum d'ailleurs, fondement article 89, pour passer du septennat au quinquennat. Donc on avait réduit de 2 ans le mandat présidentiel pour avoir une durée de 5 ans. Pourquoi? Parce que le député est élu sur 5 ans. L'idée était de faire correspondre les calendriers de manière à ce qu'on n'ait pas de cohabitation, on n'ait pas d'élection législative au milieu des présidentielles, enfin au milieu du mandat présidentiel. On est la présidentielle législative et tous les 5 ans, on fait ça par PAC en l'espace d'1 mois et demi pour éviter les cohabitations. Je pense qu'on a été un petit peu excessif concernant la critique qu'on pouvait faire de la cohabitation, ce n'était pas si terrible que ça, mais ce n'est pas le sujet de revenir là-dessus. Toujours est-il que du coup, les Français de l'époque ne voulaient plus de cohabitation. Ils ne voulaient plus, c'était l'ère du temps, même s'ils n'ont pas été nombreux à se déplacer dans les urnes pour la révision de 2000, ils ne voulaient plus de cohabitation, et donc c'était assez logique qu'après 5 ans de majorité Parti socialiste, à partir du moment où Chirac gagne les présidentielles, il emporte les législatives avec, il se fait une grosse majorité. Le contexte de l'époque n'est pas oublié. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République, très bon score, 29% je crois en premier tour, je n'ai pas vérifié, non 32 je crois au premier tour, 53 au second.
Second, je suis sûr. Premier, je n'ai pas vérifié. Je ne sais plus, mais je crois que c'est 29%. 32. 29, c'est Hollande en 2012, je crois. Bref, là, l'UMP passe de 398 députés acquis en 2002 à 345 députés. C'est intéressant. Il y a une perte de plus de 40 députés. Ça veut dire qu'on peut perdre des députés avec un président qui vient d'être élu. On peut perdre des députés, on peut faire un score qui est moins bon. Alors certes, la majorité absolue à l'Assemblée nationale est largement acquise, puisqu'on est 345, c'est-à-dire ça reste largement supérieur à 289, mais les députés ont été perdus. Et en 2012, là c'est très intéressant, puisque François Hollande gagne la présidentielle 2012, et le PS, qui avait fait 227 députés en 2007, passe à 331 en 2012, donc le Parti socialiste, le PS, récupère la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on peut se dire effectivement, Hollande a sa majorité parce qu'il a gagné la présidentielle. Et donc, fait majoritaire, on donne une majorité au président, tranquille. En fait, on peut nuancer un petit peu ça. Du moins, on peut s'interroger là-dessus. Moi, je m'interroge, j'affirme rien à ce stade. Je ne suis pas un savant, je me pose juste des questions et je me les pose avec vous. En 2012, le PS, finalement, bénéficie d'une dynamique très positive antérieure au présidentiel. Parce qu'en 2011, on savait tous que le PS allait gagner. On pensait que ce serait Strauss-Kahn. Ça n'a pas été lui, ça a été Hollande. Hollande gagne. Mais finalement, l'air du temps, c'était que le PS allait gagner. D'ailleurs, ils avaient gagné les sénatoriales de 2011 déjà. On voyait une lassitude de la droite, une lassitude de Sarkozy. Et donc finalement, peut-être que ce n'est pas les présidentielles de 2012 qui ont entraîné les législatives de 2012, parce qu'on appellerait le fait majoritaire. Peut-être que c'est surtout une sorte de balancier général de la droite vers la gauche qui a entraîné sénatoriales, présidentielles, législatives entre elles. C'est-à-dire que les trois élections auraient été entraînées par un phénomène supérieur, ce qu'on appelle l'alternance gauche-droite de l'époque, ce que Marine Le Pen appelait l'UMPS, mais pas finalement une élection qui joue sur une autre, même si la présidentielle était antérieure. Parce que si on dit la présidentielle joue sur la législative sur prétexte qu'elle est antérieure, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas les sénatoriales jouent sur la présidentielle sur prétexte qu'elles sont antérieures aussi? Vous me direz, c'est complètement con. À aucun moment, le fait de gagner les sénatoriales indique qu'on va gagner les présidentielles. Ben, moi, je dis, pourquoi alors, pour des raisons chronologiques, on dirait que la présidentielle ferait gagner les législatives. J'exagère un petit peu, mais vous comprenez la logique. C'est un mouvement général, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, vous aviez un balancier gauche-droite. Et surtout, c'est pour ça que je cite le nombre de députés à chaque fois, vous aviez des partis qui avaient déjà beaucoup d'élus. Vous aviez des partis qui avaient déjà beaucoup de maires. À l'époque, on pouvait être député-maire. Donc, il faut comprendre l'importance de l'implantation locale et le fait qu'on avait des partis qui étaient bien structurés, qui avaient beaucoup plus de militants que c'est le cas aujourd'hui, qui avaient des finances qui se portaient mieux. On était sur des gros partis qui alternaient. Et donc, finalement, vous avez une sorte de balancier gauche-droite. Et c'était assez cohérent que le balancier emporte la présidentielle et les législatives. Mais comprenez bien le contexte. Le fait majoritaire tel qu'on l'observait à l'époque, c'était dans un contexte de biparti UMP, PS, UMP, PS, UMP, PS. Et en 2012, je pense que c'est plus le balancier qui explique sénatoriale, présidentielle et législative que les présidentielles qui expliquent législatives. Ça, c'est vachement important, puisque maintenant qu'il n'y a plus de balancier, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais en 2017, il y a un fait majoritaire avec Macron, on n'est plus dans un clivage gauche-droite. Le parti n'existait pas avant lui, il arrive, boum, il gagne tout, donc ça fait sauter en l'air ma thèse. Je réponds oui et non. Oui, parce qu'effectivement, en 2017, on est réellement sur un fait majoritaire. C'est évident que si Macron n'avait pas gagné la présidentielle parce qu'il n'y aurait pas eu l'affaire Fillon ou que sais-je, jamais En Marche aurait eu une majorité. C'est évident. Je pense qu'il faut être fou pour dire le contraire. Bien sûr que c'est une majorité qui est vraiment une majorité de Macron, une majorité présidentielle. C'est un fait majoritaire complet, mais c'est arrivé qu'une fois. C'est-à-dire que c'est arrivé qu'une seule fois qu'on ait un fait majoritaire sans qu'on puisse soupçonner qu'il y ait d'autres paramètres qui aient rendu possible la victoire aux législatives que le fait d'avoir gagné la présidentielle jusqu'avant. Avant, on a d'autres paramètres qui peuvent expliquer le fait d'avoir des gros partis, le fait d'avoir un balancier, le fait d'avoir cette espèce d'alternance droite-gauche. En 2017, effectivement, c'est que le fait que Macron a gagné. Alors, certains vont dire que ça confirme le fait qu'on est sur un fait majoritaire et que donc le président aura toujours sa majorité parce qu'il est en 2007 et donc il l'aura toujours. Et d'autres peuvent dire, attendez, c'est pas parce que ça a eu qu'une fois dans ces conditions que ça se reproduira dans ces conditions. Parce que la difficulté, c'est que imaginez qu'en 2022, le candidat qui gagne soit un candidat sans parti, ou du moins avec très peu d'implantation, avec un parti de briquet de broc qui vient de se faire créer, etc. Est-ce qu'il va réussir, et il ne sera pas dans les conditions donc de 2002, 2007, 2012, donc ça, c'est des exemples qu'on peut écarter, il sera dans la situation à peu près de Macron,
à condition d'être aussi peu clivant que Macron en 2017, mais ça, on va y revenir. Est-ce que c'est dit qu'il aura une majorité lui aussi? Par exemple, c'est Zemmour. Est-ce que Zemmour aura une majorité aussi facilement que Macron a eu en 2017, juste du fait qu'il gagne? Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, et c'est le sens de cette vidéo, c'est que finalement, Macron a fait un coup incroyable en 2017 en tout point de vue. Il a utilisé le fait majoritaire complet. On va revenir un petit peu sur le sens de ce qui s'est passé en 2017 et plus particulièrement sur ce qu'on pourrait être amené à voir, mais toujours est-il que je pense qu'une vraie question se pose concernant les capacités, d'un candidat qui serait amené à gagner en 2022 à avoir une majorité. Et donc, on va étudier un petit peu les paramètres nouveaux qui s'imposent à nous, les paramètres qu'on est obligé un petit peu d'enregistrer pour anticiper ce qui peut être amené à se passer. D'abord, il faut préciser quelque chose que je n'ai pas fait au début, mais c'était à dessein, je le fais maintenant. C'est le mode de scrutin des législatives, qui est un scrutin très particulier. On est sur un scrutin où en fait on est à 2 tours, maximum, et pas plus. Il peut y avoir qu'un seul tour. Si au premier tour, vous avez un candidat qui fait plus de 50% des voix exprimées et plus de 25% des inscrits, alors il est élu dès le premier tour. Ça, c'est assez rare. Ça, c'est assez rare, ça va être de plus en plus rare. C'est déjà assez rare, mais ça va être de plus en plus rare. Sinon, tous les candidats qui ont fait plus de 12,5% des inscrits passent au second tour. Et au second tour, celui qui est en tête, il gagne. C'est simple. La difficulté, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir donc plus de 2 candidats au second tour. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5. Mathématiquement, on peut en avoir jusqu'à 8. Mais c'est complètement absurde parce qu'il faudrait que tout le monde ait voté, qu'il y ait 100% de participation et que tout le monde ait fait 12,5. Bon, c'est impossible. Et comprenez la logique. On peut avoir 3, 4, 5 candidats de second tour. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, plus vous avez de candidats de second tour, plus c'est impossible d'anticiper ce qui peut être amené à se passer. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que vous avez des retraits. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui se retirent parce que, par exemple, si vous avez un candidat d'extrême droite, qui soit en tête ou deuxième, on s'en fout, qui est qualifié qu'un candidat centriste, peu clivant, un type, une sorte de Bayrou, un petit peu on l'aime pas, on ne déteste pas, on s'en tape. Et un candidat de gauche, par exemple, qui est 10 points derrière. Le candidat de gauche, souvent, se retire pour appeler à voter pour le candidat centriste, puisque lui sait qu'il n'a aucune chance, pour faire battre le candidat d'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez des retraits stratégiques. On l'a vu d'ailleurs au régional. Lorsque Muselier, en PACA, s'est retrouvé face à Mariani, vous avez, je crois, le candidat de la coalition de la gauche, après avoir un petit peu hésité, qui s'est retiré pour appeler à voter Muselier contre Mariani. C'est les mêmes choses qu'on peut avoir dans les législatives à l'échelle de 577 circonscriptions. Donc, c'est 577 élections, avec parfois 3, 4, 5 candidats maintenus au second tour, avec des retraits, d'autres qui ne se retirent pas, etc. Autant vous dire que c'est un bordel pas possible. C'est un bordel pas possible, c'est d'autant plus un bordel pas possible que lorsque vous avez des partis qui sont assez forts, comme c'était le cas l'UMP et le PS avant, qui font en gros entre 25 et 35% au premier tour, parfois plus. Lorsque vous avez un bon élu sortant qui est sur son 3e, 4e mandat, quand il est bien implanté, il peut faire 40% au premier tour, ce n'est pas un problème. Dans ce cas-là, effectivement, il y a très peu de chances que vous ayez 5 candidats au second tour, parce que les voix ne sont pas si diluées que ça. Mais lorsque vous avez des partis qui sont tous hyper affaiblis, il n'y a qu'à voir les résultats au présidentiel, ce qu'on a dans nos sondages là, ce qu'on a eu en 2017 et ce qu'on avait il y a 10, 15, 20, 25 ans, en mettant de côté 2002, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde en 2002, on est toujours sur des candidats plus faibles, sur des scores plus faibles, et donc des candidats plus faibles d'ailleurs. Parce que les voix sont beaucoup plus dissoutes, parce qu'on n'a plus de gros partis qui font à peu près l'unanimité dans une sociologie. On a un truc qui est très liquide, en fait. Vous regardez sur les inscrits, je crois qu'il n'y a aucun parti aujourd'hui en France qui fait 15%, 20% des inscrits, à peu près. C'est assez dingue d'ailleurs. Et donc dans ce cas-là, sachant qu'en plus, on a eu la vague En Marche en 2017 qui a dégagé des tas de députés sortants, sachant qu'en plus, maintenant, on ne peut plus avoir des députés maires puisqu'on a supprimé le cumul des mandats, ça veut dire que des gros candidats capables d'aller taper des gros scores au premier tour, il y en a beaucoup moins. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus diffus. On va avoir des scores de premier tour qui vont être plus bas, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de monde au second tour, c'est-à-dire plus de triangulaires, 3 candidats, quadrangulaires, 4 candidats, je ne sais pas comment on dit quand il y en a 5 angulaires peut-être. On va avoir plus de tout ça, ça va être un bordel monstre. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le mode de scrutin est tellement particulier que plus la scène politique est éclatée, et Dieu sait qu'elle l'est, plus on a quelque chose de très incertain qui peut sortir des législatives. Maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans la prospective plus précise, en parlant des différentes hypothèses, si tel type de candidat gagne la présidentielle. Ce n'est pas une boule de cristal. Vous pourrez ressortir la vidéo dans 8 mois pour dire que je me suis trompé, que j'avais raison, que je m'en tape, parce que dans les 2 cas, ça ne vaut rien. C'est uniquement des réflexions, des éléments que je vous livre pour qu'on essaie d'apprécier ce qui peut être amené à se passer.
D'abord, dans le cas d'une victoire d'Emmanuel Macron, Macron réélu. Si Macron est réélu, il sera mal réélu. Déjà, il était mal élu en 2017. Si on ramène au nombre d'inscrits, il sera mal réélu parce que ça veut dire qu'il sera élu face à un candidat qui sera excessivement clivant, que des gens qui ont manifesté contre lui tout son quinquennat vont voter pour lui parce qu'en face, c'est Zemmour, Le Pen, c'est le plus probable. Donc, il sera mal élu. Ça veut dire que beaucoup l'empêcheront d'avoir une majorité. Parce qu'en 2017 encore, Macron, au début, ça passe. Hein. Il a sa petite période Jupiter, dans les médias, on le trouve pas mal, on dit on attend de voir, etc. C'est après que ça devient compliqué. C'est après qu'il y a les petites phrases, c'est après qu'il cherche un peu à bouffer à tous les râteliers, après il y a les gilets jaunes, etc. C'est devenu très compliqué. Mais sur les premiers mois, Macron, dans l'opinion, je ne donne pas mon avis, mais dans l'opinion, ça passe. Là, Macron, on le connaît, on sait qui c'est, on sait qu'il agace énormément, je ne prends pas position personnellement, mais je constate. Et donc, on sait très bien qu'il y aura beaucoup plus de Français qui vont vouloir l'empêcher d'avoir une majorité en 2017, en se souvenant de ce qu'était la majorité En Marche de la mandature en cours, 2017-2022, c'est-à-dire des gens qui étaient godillots, la moitié qui était, enfin, plus la moitié qui était très mauvais, qui votaient tout ce que le pouvoir demandait sans vraiment exercer un vrai pouvoir de parlementaire. Les gens se souviennent de ce qu'était cette majorité. C'est absolument pas dit que Macron sera facilement retrouvé une majorité absolue. Il y aura beaucoup de sortants chez En Marche qui ne seront pas candidats. On ne sait pas combien il y en a. Certains disent un tiers, on verra. Mais d'abord, il y en a qui ont déjà arrêté de fait d'être députés parce qu'ils ne viennent plus depuis un moment. Il y en a plein qui ont décroché. On se souvient des articles qui sortaient, oui, ils sont tous en train de divorcer parce qu'ils sont malheureux. Bon, bref, parce qu'on a pris un peu n'importe qui. On a pris des gens qui étaient dans l'OPS à l'UMP avant. On a pris aussi beaucoup de gens de la société civile qui viennent de nulle part et qui repartiront nulle part et qui parfois sont déjà partis. Donc ça va être très compliqué. On a très peu de talents émergents à La République En Marche. Il n'y a qu'à voir au municipal et au régional, ils se sont fait écraser parce que c'est très difficile d'avoir un ancrage, c'est très difficile de former des talents dans tous les partis, mais a fortiori chez eux. Et donc la capacité de En Marche à trouver de bons candidats en mesure de gagner, qui peuvent gagner sur leur nom et pas sur celui de Macron en 2017, ça va être compliqué, 2022, pardon, ça va être compliqué. Et sur le nom de Macron, après 5 ans de Macron, s'il est réélu, ça va être compliqué aussi. Donc, je ne dis pas que Macron n'aura pas de majorité. Je dis que sa majorité aujourd'hui, qui est extraordinaire, elle sera probablement bien moindre s'il est réélu, voire en dessous des 289 députés. Ça peut être une majorité relative et pas absolue, ce qui veut dire que ça obligera des coalitions, etc. Et ça, c'est très important parce que ça change tout. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que aussi, autre chose, j'allais l'oublier, c'est qu'il y a eu beaucoup de retraits en 2017 face à des candidats Front National en faveur du candidat En Marche. Parce que En Marche n'était pas encore très clivant. On se doutait que socialement, ça allait être des trucs style loi El Khomri, etc. Mais bon, c'était pas, on n'avait pas encore eu le contexte gilet jaune, etc. Aujourd'hui, je pense que des candidats de gauche qui se retireraient pour appeler à voter pour un candidat En Marche face à un candidat Rassemblement National, si Macron est réélu, il y en aura beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc ça va aussi être une variable importante, c'est que les seconds tours seront moins favorables à La République En Marche après 5 ans de quinquennat. Donc, je ne dis pas ce qui va se passer, je vous dis, voilà, prenons en compte ces éléments-là et voyons que c'est vraiment important. Concernant l'hypothèse d'une victoire Le Pen-Zemmour, je les mets sur le même plan parce que la réflexion est la même. Pareil, ce seront deux candidats qui auront du mal à présenter de bons candidats dans toutes les circonscriptions. Parce que 577 circonscriptions, c'est quand même beaucoup. Il faut des candidats crédibles, il faut des candidats qui soient assez solides, il faut des candidats qui ne soient pas des candidats hyper sulfureux, parce qu'on sait que sur les candidats FN, on trouve toujours des trucs assez loufoques, et loufoque, c'est le mot gentil, parce que c'est pas ça qui me vient. Ça va falloir faire super gaffe. Chez Zemmour, pareil. En termes d'investiture, etc., on peut tomber sur des cassos. Donc, ça, attention quand même. LR et l'EPS, par exemple, n'ont pas les mêmes problèmes, je vais y revenir. Ce sont des candidats, enfin, des partis qui seront très clivants. Certains se retireront pour leur empêcher d'avoir une majorité. Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est contradictoire, que là, je viens de dire qu'il y aura moins de retraits. J'ai dit qu'il y aura moins de retraits contre ces partis-là si Macron gagne. Mais si Zemmour ou Le Pen gagnent, on sait très bien ce qui va se passer, c'est que la moitié de la France sera dans la rue, c'est que toute une part des médias, des universitaires, des syndicalistes, etc., ne vont pas l'accepter. C'est que dans les banlieues, ça va être un bordel pas possible. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que je suis pour, je ne dis pas que je suis contre. Je dis qu'on sait très bien que toute une partie du corps social s'opposera complètement à cette élection, comme c'était un peu le cas avec Trump, et qui feront tout pour les empêcher de gouverner. Or, coup de chance pour eux, si je veux dire, il y a les législatives juste derrière. Donc, ils pourront les empêcher de gouverner en les battant en législatives. Et donc, c'est absolument pas dit que l'élection se finira le soir du second tour de la présidentielle. Elle peut avoir des prolongations jusqu'aux législatives, ce qu'on n'a pas eu
dans les présidentielles récentes parce que les candidats étaient moins clivants et donc on acceptait. Dans les législatives récentes, souvent, les électeurs du candidat perdant au second tour ou des gros candidats de premier tour ne vont pas voter aux législatives en disant on accepte la défaite. On accepte la défaite, on laisse avoir une majorité, on n'était pas avec lui, on n'a pas voté pour lui, etc. Mais bon, ok, il est élu, on regarde. Vous vous doutez bien que pour des candidats aussi clivants que Le Pen, Zemmour et même Mélenchon, d'ailleurs, je peux le considérer de la même manière, Mélenchon, parce que c'est la même, ça se pense dans les mêmes termes, l'acceptation ne sera pas du tout de la même ampleur. Donc, il ne faut pas croire que dans ce cas-là, il n'y aura pas beaucoup de retraits pour faire battre le candidat du président élu. Évidemment, si Le Pen ou Zemmour gagnent la présidentielle ou même Mélenchon, le nombre de retraits des candidats en faveur des candidats LR, PS, En Marche, que vous voulez, pour faire battre les candidats donc zémouriens, le pénistes, mélenchonistes, il y en aura des masses. Donc ça, c'est hyper important. Il faut vraiment bien envisager ça. Marine Le Pen a eu 6 députés en 2017, je crois. Ça veut dire 1,2% de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. On va revenir dessus. En 2002, les mecs qui ont la majorité, avant, ils étaient à 251. En 2007, ceux qui ont la majorité, ils passent de 398 à 345. En 2012, le PS prend la majorité, mais en 2007, ils avaient fait 227 députés. Autrement dit, ils avaient déjà des centaines de députés. Ils avaient déjà des maires, ils avaient déjà beaucoup de monde, ils avaient déjà une structure. Aujourd'hui, le RN n'a rien de tout ça. Zemmour n'a rien de tout ça. Chez les Insoumis, ils ont 17 députés aujourd'hui, ils ont pris des tôles au municipal, enfin, il y a eu des alliances parfois qui ont permis de se sauver, mais il n'y a pas une super implantation. Et donc, c'est absolument pas dit qu'il y aura une capacité à obtenir 289 députés d'un coup comme ça. Tu ne passes pas de 6 députés à 289. Macron l'a fait, il est passé de 0 à énormément, mais je vous ai dit, Macron, c'était exceptionnel et c'est un candidat beaucoup moins clivant dans un contexte particulier. Bon. Si on a un candidat type LR ou PS, c'est-à-dire les vieux partis de pouvoir, dans ce cas-là, oui, le fait majeur. Alors, déjà, le candidat PS, évidemment, là, c'est de la science-fiction, hein, parce que je ne vois pas le PS gagner la présidentielle. Pour LR, je ne vois pas non plus, mais c'est déjà moins absurde. Dans ce cas-là, oui, il peut avoir une majorité, parce que ce sont des partis qui ne sont pas excessivement clivants, parce que ce sont des partis contre lesquels on ne voudra pas s'opposer structurellement, comme ça peut être le cas face à Zemmour, face à Le Pen, face à Mélenchon, parce que ce sont des partis qui ont déjà justement beaucoup d'élus, qui ont gagné les législatives et les régionales, donc ça veut dire, les municipales, les régionales, donc c'est-à-dire des partis avec beaucoup de maires qui peuvent passer députés, des partis avec des sortants de 2012 et 2007 qu'on peut récupérer éventuellement. Je ne dis pas qu'ils auront la majorité parce que je pense que de toute façon, l'éclatement des forces politiques au premier tour fait qu'il y aura beaucoup de second tour avec beaucoup de monde, donc ça va être un bordel et ça va être assez illisible, mais ça peut se faire. Donc, souvent, quand on parle du fait majoritaire, on parle de fait monarchique, en disant oui, les Français, ils ont un instinct monarchique, machin, donc ils votent pour ils donnent majorité au président parce que bidon complet. C'est juste une sorte de nostalgie, disons, à dire que les Français seraient monarchiques, machin. Je crois pas. Je pense que c'est vraiment le balancier qui veut ça. Une sorte d'esprit des institutions qui consiste à dire ok, il a gagné, on laisse faire. Mais ça suppose une radicalité qui ne soit pas trop importante, parce que ça, c'est aussi important de dire, c'est que dans un climat politique, plus vous êtes proche de vos adversaires, plus vous pouvez accepter la défaite. Et le principe de la démocratie, c'est que tu acceptes d'être en minorité parce que tu seras en majorité la prochaine fois. Mais ça suppose qu'on a des bases communes. Ça suppose qu'on peut s'entendre sur l'essentiel. La République, machin, les grands mots en phase. Ça suppose que finalement, les divergences sont plus, je dirais, programmatiques que civilisationnelles. Mais lorsque vous êtes sur des divergences qui sont fondamentales, qui sont de plus en plus dures, parce que le contexte politique est dur, l'acceptation de la défaite devient très difficile des deux côtés. Je ne dis pas que machin est démocratique, machin ne l'est pas. Je dis que la démocratie suppose un cadre politique, un cadre sociologique, une sorte d'imaginaire, et je dirais des conditions qui sont de moins en moins réunies aujourd'hui. C'est pour ça qu'on conteste de plus en plus d'élections, c'est pour ça qu'on parle de légitimité ou non. Avant, on ne se posait pas la question. Avant, celui qui était légitime, celui qui était élu, point. Maintenant, la question de la légitimité d'exercice, je n'ai pas le temps de développer là, mais c'est un truc passionnant, revient. Donc, autrement dit, c'est absolument pas dit que ce que certains appellent le fait monarchique, mais qui est le fait majoritaire, soit prolongé en raison d'une acceptation de la victoire
du candidat d'en face, puisque le candidat d'en face devient de plus en plus insupportable, quel qu'il soit, puisque c'est la merde en termes de climat politique aujourd'hui. C'est vraiment le gros problème de l'époque, c'est une sorte de tension absolue. Et ça, il faut le prendre en compte parce que ça veut dire que du coup, le retrait des électeurs perdants des présidentielles législatives pour laisser l'autre avoir une majorité sera bien moindre. Autre chose, on dit souvent que le président élu a sa majorité parce que c'est la cohérence des Français. Les Français sont cohérents, donc ils donnent une majorité au président élu. Ça, je ne suis pas d'accord, pour une raison qui est toute bête. C'est que si vous avez une grosse participation à la présidentielle et aux législatives, vous avez les mêmes électeurs, donc oui, ils sont cohérents, ok. Si tu as voté pour le PS, enfin pour le candidat PS au présidentiel, a priori, tu votes au PS aux législatives. Mais dans l'hypothèse où le président est élu au second tour avec une grosse abstention, ce qui est de plus en plus vrai au fil du temps et ce qui est très envisageable en 2022, étant donné les différents seconds tours que tu peux envisager, tu vas avoir plus de votants en législative qu'au présidentiel éventuellement. Ou l'inverse. Mais toujours est-il que tu n'auras pas les mêmes. Si tu fais 80% de participation à une élection et 50% à l'autre, ou même 60%, ça te change beaucoup de choses. Les Français sont cohérents lorsqu'ils votent aux deux élections, mais comme tu as des gens qui choisissent leurs élections, selon le taux de participation, tu peux avoir des résultats tout à fait différents. Ça veut pas, les électeurs sont cohérents, mais comme ce n'est pas les mêmes électeurs, du coup, tu peux avoir deux scrutins qui te font des trucs un peu différents. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut intégrer, c'est que plus tu as d'abstention, plus tu as des gens qui veulent aller voter, qui ne veulent pas aller voter, qui vont à la pêche le dimanche, etc., plus la question de la cohérence devient compliquée, puisque tu as la variable de la participation qui bouleverse un petit peu les choses, a fortiori quand tu sais que l'abstention n'est pas pareillement proportionnée dans tous les partis. Tu as des électorats qui s'abstiennent très peu, d'autres qui s'abstiennent énormément. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la cohérence des Français, oui, à condition que ce soit les mêmes. Et ce n'est plus forcément les mêmes. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant les législatives. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne vous dis pas ce qui va se passer, j'en sais rien. Je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait majoritaire, etc. Et quand on rentre dans le détail, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut être amené à en dire. Je pense qu'il est important de suivre l'organisation des législatives 2022, regarder un petit peu ce que sont les commissions d'investiture pour ceux que ça intéresse, comment les partis vont s'organiser pour dire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, quelles seront les alliances par-ci par-là, regarder qui seront les sortants, en particulier chez En Marche, est-ce qu'il y aura un tiers des députés En Marche qui ne se représentent pas, est-ce qu'on aura la moitié, est-ce qu'on aura 2 tiers, est-ce qu'En Marche va réussir à recruter ou est-ce qu'ils iront chercher au Modem et à l'UDI des candidats, ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que derrière, plus tu vas chercher dans des partis à côté, parce qu'eux ont des candidats que toi tu n'as pas, plus derrière tu es dépendant de ces partis-là, puisqu'évidemment tu vas avoir dans ta majorité des grosses parts, des parts plus importantes d'élus qui sont de ta majorité mais qui viennent d'un autre parti avec lequel il faudra composer. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et de manière plus générale, je pense que c'est important sur le plan analytique d'intégrer le fait qu'on est dans un monde qui change. Voilà, ça c'est le robinet d'eau tiède, mais qui est vraiment en révolution. En termes de climat politique, en termes de sociologie électorale, etc., on a beaucoup de choses qui ont changé massivement sur les 20 dernières années. Il y a pas mal de règles, notamment celle du fait majoritaire, qu'on pensait être des règles acquises, comme ça. Moi, le fait majoritaire, on en parlait quand je passais mon bac ES option sciences politiques en 2014. C'est déjà un truc qui était considéré comme acquis, alors qu'en fait, on l'avait vu 3 fois. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui nous semblent évidents. Et puis, maintenant que les paramètres ont changé, puisque les époques changent beaucoup, parce qu'on est dans une vraie révolution en termes d'offres politiques et de climat politique, il y a beaucoup de choses qui nous semblent acquis qu'il faut questionner. Il faut vraiment penser à questionner tout et ne jamais se dire ça s'est passé comme ça se reproduira. Les choses se reproduisent lorsque c'est une règle cohérente et lorsque tous les paramètres sont réunis et que ça fait une formule toute chose égale par ailleurs. Mais dans un monde où tout change, dans un monde où la valeur des politiques change au sens intellectuel, où l'organisation des partis change, où les financements changent, où le mode de campagne change, où plein de choses sont bouleversées, le toute chose égale par ailleurs, il est beaucoup moins vrai. Et donc, il est important de questionner pas mal les choses. Peut-être qu'il y a des vraies qui restent vraies, et c'est bien d'en avoir la confirmation. D'autres deviennent erronées. Je pense que c'est le cas du fait majoritaire. Si aujourd'hui on avait encore un bloc UMP et PS, je ne ferais pas cette vidéo parce qu'il n'y aurait aucun intérêt. Ce serait acquis que celui qui gagne aurait sa majorité, si on était dans le contexte des années 2000, mais on ne l'est pas. Et je crois que c'est assez important, du moins c'est intéressant intellectuellement, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, ce n'est pas la question, l'idée c'est la mécanique, d'essayer de questionner un petit peu ces choses-là. J'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère qu'il y a des éléments problématiques qui ont pu vous faire réfléchir, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Je vous invite à commenter cette vidéo évidemment pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je dis n'importe quoi ou que j'ai vu la lumière, j'en sais rien. À aimer cette vidéo, évidemment, je vous en remercie si pour vous le travail a été fait. À la partager si vous considérez que ça peut en intéresser certains de vos amis, etc.,
qui croient absolument en fait majoritaire ou qui n'y croient pas ou qui pourraient être intéressés par ces choses-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de la relayer et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Postscriptum. Merci à vous. Ciao.